Quel est selon vous le manga le plus connu? Si vous l'avez trouvé, félicitations, c'est bel et bien Dragon Ball. Est-ce que vous saurez maintenant me dire combien de mangas ont été influencés par Dragon Ball? Des dizaines? Des centaines? Oui, on est plus proche des milliers. Et parmi ces milliers de mangas, il y en a un qui a rejeté tout ce que son père lui avait transmis. Ce manga, c'est Chainsaw Man. Pourtant, Chainsaw Man a la réputation d'être un manga débile et un plagiat de nombreux shonen. Eh bien, c'est en lisant ce manga que j'ai compris comment Chainsaw Man, l'enfant illégitime de Dragon Ball, a changé le manga shonen. Pour bien le comprendre, nous devons revenir en arrière. Imaginez, nous sommes le 20 août 2020, dans les pages du Weekly Shonen Jump, et c'est ce jour-ci que Chainsaw Man publie le chapitre 81, le chapitre le plus important de toute son histoire. Nous retrouvons Denji chez Makima, après avoir fait face au combat le plus traumatisant de sa vie, où il a dû tuer un de ses amis les plus proches, Aki. Denji demande alors à Makima de devenir son chien. Devant, selon lui, penser à trop de choses en même temps grâce à sa nouvelle vie de Devil Hunter, il décide alors de complètement s'abandonner à la volonté de Makima, la jugeant beaucoup plus intelligente que lui. Il avait enfin trouvé le remède à tous ses soucis. On toque alors à la porte. C'est Power qui vient d'arriver, invitée par Makima sans prévenir Denji. Elle lui ordonne alors d'ouvrir la porte d'entrée tandis qu'elle annonce vouloir tuer Power. Denji ne comprend pas d'abord, pensant à une blague. Des pensées contradictoires se mélangent dans son esprit, il se sent perdu, il n'arrive plus à réfléchir, il ne sait plus quoi faire. C'est alors que Makima lui rappelle sa condition de chien, qu'il n'a pas à penser à quoi que ce soit, qu'il n'a qu'à obéir. Il s'exécute alors en s'imaginant la suite, se rappelant que demain, c'était son anniversaire. Il voit alors Power, toute calme, tendant gentiment un gâteau d'anniversaire. Ils n'auront pas le temps de s'échanger quelques mots que Makima abat Power en la faisant exploser contre le mur. En rentrant dans l'appartement, Makima finit par avouer qu'elle avait construit toute la vie de Denji, donné son travail, de l'argent, lui a trouvé une famille en la personne de Eki et de Power, lui a rendu tout ce bonheur si banal pour pouvoir ensuite le briser. Elle finit par avouer que tout ce qui apporterait du bonheur à Denji, elle s'assurera pour le détruire. Nous sommes le 20 août 2020 et jamais les lecteurs du Weekly Shonen Jump ne liront Chainsaw Man de la même manière. Car Tatsuki Fujimoto, avec ce chapitre précisément, a posé la pierre fondatrice de la révolution qu'il va imposer au manga shonen. Si j'ai désigné plutôt Chainsaw Man comme l'enfant illégitime de Dragon Ball, c'est pour une bonne raison. Je suis un grand fan de Dragon Ball, c'est l'œuvre qui m'a initié comme beaucoup à l'univers du manga et de l'animation japonaise. Et elle a réussi quelque chose de rare, elle a lancé de grandes vagues d'artistes qui ont voulu créer leur Dragon Ball. Durant les décennies qui suivent Dragon Ball, nous avons eu des dizaines, des centaines de shonen neketsu qui ont repris ses codes, son héritage. C'est ainsi que Dragon Ball a posé les bases du genre de manga le plus populaire, le shonen neketsu. L'histoire d'un ou plusieurs jeunes héros se lançant dans des aventures, ayant comme but un rêve presque trop fou, mais qui avec détermination, discipline et volonté, trouvera le moyen de l'atteindre en ayant fait évoluer le monde ainsi que lui-même. Certains ont tenté de modifier certaines choses et ont fini par elles aussi devenir cultes, tels que Naruto, Bleach, Hunter x Hunter et bien sûr One Piece. Nous avons eu quelques tentatives de renouveler la formule qui fut plus ou moins réussie dans leur volonté de renouveau. On peut par exemple penser à One Punch Man qui, malgré sa prémisse de départ qui change de tout ce que l'on a connu avant, reste plutôt sagement dans les codes du shonen classique. Puis arriva Chainsaw Man. Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man, est né en 1992. Il est donc né dans cette période où Dragon Ball était un monument indétrônable du manga shonen. Il a donc aussi lu toutes les œuvres qui se revendiquent du maître, il connaît donc très bien ses codes, son héritage. Donc, après Fire Punch, sa première série à se faire remarquer dans l'application Jump+. Lorsque la Shueisha, la plus grande maison d'édition du Japon, vient lui proposer une place pour être publiée dans le Weekly Shonen Jump, c'est non seulement une consécration pour le fan de shonen qu'il est, mais aussi une opportunité. L'opportunité de pouvoir changer la donne. Si l'on observe Chainsaw Man de loin, on pourrait croire qu'il ne s'agit que d'un shonen neketsu parmi tant d'autres, à un niveau proche de la parodie. L'histoire d'un jeune homme orphelin ayant un démon en lui, travaillant pour une organisation de chasseurs de démons, accompagné d'un brun taciturne ayant perdu toute sa famille dans un drame, ainsi que d'une fille aux cheveux roses et au sale caractère, dirigé par un maître à l'ancienne, mais qui a bon fond, ainsi que d'une femme aux formes généreuses et chef de l'organisation des chasseurs de démons.
Présenté comme ça, on ne voit pas vraiment en quoi Fujimoto a changé quoi que ce soit dans le manga shonen. La seule chose qui sort de l'ordinaire est l'objectif du protagoniste Denji, toucher une poitrine. Un objectif moins noble que celui de devenir Hokage ou encore de protéger la Terre. Pourtant, derrière ce but plus proche de la blague que de l'objectif d'une vie, se trouve la première pierre du message que Fujimoto essaie de nous transmettre. Si nous revenons au début de Chainsaw Man, au commencement de l'histoire, comment découvrons-nous Denji ? On le découvre comme un jeune homme orphelin, vivant avec un petit démon, endetté jusqu'au cou à cause de son père, bossant comme Devil Hunter au marché noir pour des Yakuza. Il a dû vendre un rein, un œil et un testicule pour gagner un peu d'argent. Il vit dans une cabane au milieu de nulle part avec 500 € par mois pour vivre. Il vit une vie de misère au point où son plus grand rêve lorsqu'il n'arrive plus à dormir, c'est de manger du pain avec de la confiture, jouer aux jeux vidéo et dormir dans les bras d'une jolie fille. Ce qui est un quotidien pour beaucoup de personnes, pour lui, c'est au-delà du luxe. C'est un but inatteignable pour lui. Son rêve, c'est de vivre une vie normale. Denji a entre-temps obtenu un emploi le rémunérant correctement. Un emploi qui certes le met en danger quasiment tous les jours, mais où il n'est pas exploité comme il l'était avec les Yakuza. Enfin, en surface, mais pour l'instant ce n'est pas le sujet. Il a pu avoir un logement, une sorte de famille, du confort. Il commence à vivre une vie normale. Puis Makima intervient. Révélant sa véritable nature de démon à Aki, le démon domination, elle finit par le dominer, fait apparaître le démon flingue, tente de le contrôler pour le faire fusionner avec Aki. Denji se retrouve à le combattre. Aki ne semble pas se rendre compte des dégâts qu'il fait. Dans un dernier élan, Denji l'abat, les larmes aux yeux, alors que le soleil se couche sur un Tokyo en ruine. Revenons donc maintenant au chapitre 81. On retrouve un Denji complètement chamboulé par son combat contre Aki. Il se sent ignoble d'avoir tué ce qu'il avait de plus proche d'une famille. Lorsque Makima le retrouve, le récupère et l'invite chez elle, elle offre à Denji ce dont il avait besoin. Du réconfort, de l'attention, un tant soit peu de normalité. Ce qui nous amène à la demande de Denji, devenir son chien, et tout ce qui s'ensuit. On se rend compte que Makima a orchestré tout ce qui s'est passé pour détruire profondément Denji. Lui offrir un semblant de paradis, lui donner un avant-goût de son rêve, pour le lui arracher avec la violence qu'un éclatement de corps contre un mur puisse impliquer. Nous ne rentrerons pas ici en détail dans les motivations de Makima, ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo. Si j'ai voulu parler de ce chapitre, c'est pour une bonne raison. C'est avec celui-ci et les suivants que Tatsuki Fujimoto va expliciter concrètement le propos de son manga. À propos à quel sujet ? Si vous m'avez suivi, vous l'avez déjà deviné. Le bonheur, et plus précisément notre quête du bonheur. Nous avons d'abord en toute évidence le personnage de Denji, dont son arc de développement est directement lié à la quête de son propre bonheur. Pourtant, chacun des personnages importants du manga ont aussi leur propre quête du bonheur. Aki souhaite se venger du démon flingue ayant causé la mort de sa famille, Power veut vivre librement, Kobeni souhaite être reconnu par sa famille, même Makima est aussi en quête de son propre bonheur, en voulant utiliser Chainsaw Man pour éradiquer certains démons. Mais en réalité, cette quête du bonheur, cette volonté d'obtenir son rêve à tout prix, au point de faire tout ce qui est possible pour l'atteindre, ça ne vous rappelle rien ? C'est le fondement même du manga shonen. Bon, en réalité, c'est une thématique que l'on trouve dans des œuvres qui remontent jusqu'à l'Antiquité. Pourtant, cette idée d'être prêt à surmonter tous les obstacles se mettant sur sa route, être prêt à se dépasser pour atteindre ses rêves, c'est la thématique par excellence du manga shonen. Ce qui se cache derrière cette quête d'accomplir ses rêves, c'est une quête du bonheur en réalité. Lorsque Naruto souhaite devenir Hokage, sa véritable motivation est d'être accepté et reconnu par le village de Konoha. Il pense qu'il atteindra le bonheur lorsqu'il sera reconnu par tout son entourage. Lorsque Luffy souhaite trouver le One Piece et devenir roi des pirates, il pense atteindre le bonheur en atteignant la liberté pleine et entière. Ce que disent ces mangas en substance, c'est ça. Si tu travailles dur, si tu fais tout ce qui est possible, à force d'entraînement, d'abnégation et d'effort, tu atteindras tes objectifs et tu obtiendras le plus grand des bonheurs. Ce que les grands classiques du shonen nous racontent, c'est une course vers le bonheur au travers d'une quête d'accomplissement individuel. Et pour Tatsuki Fujimoto, lorsque l'opportunité d'écrire une partie de l'histoire de cette course à l'accomplissement personnel, il a pris son temps pour se poser une simple question. C'est vraiment ça qui nous amène au bonheur ? Je veux dire, c'est en courant après un rêve qu'on s'est donné qu'on atteindra le bonheur absolu ? C'est pas un peu absurde ? La façon dont Chainsaw Man va traiter la question du bonheur et de l'accomplissement personnel est, vous l'aurez deviné, différente. Mais sans pour autant aller dans l'opposition complète. Chainsaw Man commence sur l'histoire d'une personne qui travaille pour survivre sans réussir à améliorer sa condition. Pourtant, un heureux événement va lui permettre justement de l'améliorer. Lorsque Makima invite Denji à rejoindre la sécurité publique
et se crée une famille de substitution avec Aki et Power, Denji semble sortir de sa condition pour réussir son rêve. Puis arrive ce chapitre 81 où sa nouvelle vie semble brisée. Pourtant, dans les chapitres qui suivent, Denji arrive à surmonter l'obstacle qu'était Makima. Lorsqu'elle fut éliminée grâce à un stratagème aussi astucieux que peu ragoûtant, Denji apprend que Makima, le démon domination, s'est réincarné sous la forme d'une fille de primaire, Nayuta. Denji se retrouve alors à devoir s'en occuper, et avec ça, une nouvelle vie commence pour lui. Nous entrons donc dans la partie 2 de Chainsaw Man. Chainsaw Man est maintenant un super-héros reconnu, et même si les déboires classiques de ce genre de métier en matière d'opinion publique ont lieu, Denji arrive à mixer sa vie de Chainsaw Man avec celle d'un lycéen plutôt classique. Il semble avoir atteint son rêve, non? Pas vraiment. Car selon lui, il lui manque encore quelque chose, coucher avec une fille. Encore une fois un objectif absurde, mais qui reflète quelque chose du personnage de Denji, sa solitude. Depuis le début du manga, Denji n'a jamais eu de relation proche avec quelqu'un. Certes, il a eu Power et Aki, mais leur relation n'avait rien d'amoureux. En dehors d'eux, Denji a été vu comme quelqu'un à manipuler et utiliser. Et c'est toujours le cas, que cela soit par les humains avec la sécurité publique qui souhaitent contrôler les actions de Chainsaw Man, ou bien encore les démons qui veulent utiliser les pouvoirs de Chainsaw Man pour aider dans leur plan. En vérité, il y a une autre personne à qui il tient. Nayuta, la réincarnation de Makima. En dehors de l'idée qu'il projette Makima en Nayuta, ce que je ne pense pas, en s'occupant d'elle, Denji va créer une forme de relation grand frère-petite sœur, comme il l'a pu l'avoir avec Power. Et c'est justement ça qui va l'amener à toucher le fond. Mais ce sera pour plus tard. Tout ça pour dire que Denji est encore en quête de ce rêve en voulant attirer l'attention sur lui grâce à Chainsaw Man. Il essaiera même de révéler son identité secrète plusieurs fois, sans succès. Ça aussi on en parlera plus tard. Il semble voir une potentielle relation avec Asa, l'autre protagoniste de la partie 2 de Chainsaw Man. Asa qui, en opposition à Denji, voudra se débarrasser du démon qui anime son corps, le démon guerre Yoru, en tuant Chainsaw Man. Vous comprenez alors que leurs relations sont un mélange de quiproquos, d'hésitation, de rapprochement, d'éloignement et de tensions amoureuses en tout genre. Malheureusement, tout ceci ne s'arrangera pas. En effet, la popularité nouvelle de Chainsaw Man amenée à la création d'un culte autour de sa personne est dirigée par un certain Barem. Ce culte dégénérera en une secte ayant pactisé avec un démon pour permettre à une partie de la population de se transformer en pseudo-Chainsaw Man. Très vite, le chaos prend Tokyo par la gorge, et avec ça, la vie que Denji tentait de mener encore une fois part en fumée. Sa maison est détruite, Nayuta est portée disparue, et à cause du chaos ambiant, Chainsaw Man est définitivement vu comme une menace. D'autant plus que la principale cause du carnage, cette fois-ci, c'est Denji. Ou devrais-je plutôt dire Chainsaw Man. En effet, depuis que Chainsaw Man est devenu un personnage public, la vie normale qu'il voulait vivre n'était plus possible. Le poids que ça implique d'être observé pour chacune de ses actions en tant que Chainsaw Man, pour quelqu'un comme Denji, ça lui pesait aussi. Au point où lorsque la sécurité publique est venue le voir pour lui dire d'arrêter d'être Chainsaw Man, même si sur le coup il hésite vraiment, il finit par accepter. Pour un temps. Car lorsqu'il est avec Nayuta et voit leur maison en flammes à cause de Barem, qu'il voit sa vie dont il rêvait commencer de nouveau à partir en fumée, il redémarre la tronçonneuse. Il fait un carnage, se fait quand même capturer par la sécurité publique pour se faire découper en morceaux. Les démons, dont Asa fait partie, réussissent quand même à le récupérer et le soigner. Denji veut retrouver Nayuta qui a disparu suite au chaos ambiant. Ils finissent alors par se retrouver dans un restaurant de sushi quand ils retrouvent une vieille connaissance, Barem. Denji n'hésite pas à l'attaquer jusqu'au moment où Barem révèle qu'il peut l'aider à retrouver Nayuta, et en effet, il va le faire. On peut même dire qu'il va la porter sur un plateau d'argent. Lorsqu'il voit la tête de Nayuta posée sur une assiette, il craque, se transforme et relâche sa rage, toute sa frustration sur le monde. Est-ce que vous voyez ce que le manga essaie de vous dire à cet instant précis ? Ce qu'il essaie de dire, c'est que malgré tout ce que Denji peut faire, malgré tout ce qu'il a enduré, malgré tous les combats qu'il a menés pour avoir une vie normale, malgré tout le sang bouillant parcourant ses veines, il n'atteindra jamais ses objectifs, il n'atteindra jamais le bonheur, on ne le lui donnera jamais. Ce que Makima lui a annoncé s'abat sur lui comme une prophétie autoréalisatrice. Voilà pourquoi le chapitre 81 de Chainsaw Man était aussi important. Il a initié avec lui le véritable propos de Chainsaw Man en allant à contre-courant de tout ce que les shonen racontaient avant. Il va même aller encore plus loin. En effet, vu la façon dont je vous l'ai présenté, on pourrait croire que Chainsaw Man n'est qu'une œuvre pessimiste qui n'a que pour seul but de nous plonger dans une morosité qui n'est pas si constructive. Certes, Denji n'atteint jamais le bonheur,
Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est pourquoi. Car le monde s'en fiche qu'il trouve le bonheur. Le monde, indépendamment de lui, ne se soucie pas de ce qu'il souhaite. Denji fait face aux volontés d'entités qu'il ne contrôle pas, comme celle de la sécurité publique qui souhaite le museler, ou encore les plans des démons qui jugent que seul lui peut arrêter l'apocalypse du démon mort. Denji fait face à l'absurde du monde. Ok, il faut que je vous parle d'Albert Camus. Philosophe et auteur, il est l'un des penseurs contemporains les plus influents de nos sociétés occidentales, et a développé notamment le concept de l'absurde. Il part du principe que la vie n'a pas de sens objectif et universel. Si l'on essaie de confronter tous les sens que les différentes pensées et croyances ont donnés au cours des derniers millénaires, on fait face à un mur implacable. Malgré tout ce que l'on a imaginé, l'univers ne semble pas avoir de but, de sens précis, il semble indifférent à notre existence et notre volonté. Pourtant, l'être humain, lui, cherche désespérément à en trouver un. On veut trouver une logique, on veut trouver une raison à notre présence, un pourquoi, un objectif. Ce décalage entre notre besoin de sens et un monde qui n'en offre pas, ce sentiment de profonde frustration, c'est ce qu'il appelle l'absurde. Pour l'illustrer, il prend l'exemple du personnage de Sisyphe. Dans la mythologie grecque, Sisyphe est un roi condamné par les dieux à rouler une énorme pierre au sommet d'une montagne. Pourtant, à chaque fois qu'il arrive au sommet, la pierre redescend et il doit recommencer pour l'éternité. L'absurde ici réside dans la volonté de Sisyphe de faire monter le rocher au sommet de la montagne, et le monde, indifférent, qui fait redescendre le rocher au pied de la montagne. Et pourtant, Denji est souvent confronté à ça dans le manga. Que cela soit suite au combat contre Makima, face au brasier de sa maison, face à la mort de Nayuta, le sens à cette vie qu'il s'est donné, c'est de vivre une vie normale. Et à chaque fois, des forces extérieures à sa volonté, indifféremment à ce qu'il veut, ont empêché Denji de l'atteindre. Tout cela le ronge de l'intérieur, jusqu'au point de non-retour. Lors de son carnage contre la sécurité publique, ils réussissent néanmoins à le piéger et l'enfermer avec Asa dans une dimension de poche. Là-bas, les arbres sont des personnes coincées ici, se métamorphosant sur plusieurs milliers d'années. Là où Asa cherche à trouver une sortie, Denji, lui, ne fait rien. L'absurde l'écrase, il n'arrive plus à faire quoi que ce soit. Pourtant, un souvenir va le sortir de sa torpeur. Une journée. Il était parti avec Aki et Power pour se recueillir sur la tombe des parents d'Aki. Il se souvient que malgré le froid, il riait ce jour-là. Il se rappelle que malgré tout ce qui lui arrive, tant qu'il y aura du bonheur, il continuera de vivre. Même si tu détruis sa prochaine famille, il s'en fera une nouvelle. Denji, à ce moment-là, accepte l'absurde du monde et décide à ce moment de vivre malgré son indifférence, en pleine âme et conscience de sa condition. Grâce à cela, il put trouver une sortie grâce à Asa et sortir de la dimension de poche. Voici ce que Tatsuki Fujimoto souhaitait raconter avec Chainsaw Man. Il voulait montrer l'absurde de la condition du personnage de Denji, dévoiler l'absurde de la condition du personnage de shonen en général, l'absurde de cette quête du bonheur par le seul prisme de l'accomplissement individuel et la réussite d'un but comme pinacle de l'aboutissement d'une vie. Il a ainsi pu répondre à toutes les œuvres qui l'ont inspiré, répondre au père qui lui a montré la voie, pour ainsi tracer son propre chemin que d'autres œuvres prendront après lui. Il a ainsi pu marquer l'histoire du manga shonen.